Et à la fin de ton expérience à Freelance First Bank, qu'est-ce que tu as fait? Tu as décidé de faire quoi? Alors, juste après l'expérience à Freelance First Bank, c'est l'expérience, c'est la française, justement. c'est la française, effectivement, c'est la française. Donc j'arrive en France après avoir obtenu le MBA. Enfin, tu as obtenu ton Master 2, tu as travaillé à Freelance First Bank pour valider ton Master 2, tu es arrivé en France, tu as fait un MBA. Oui. Ok. Et quand tu as fait ton MBA, Oui. comment ça s'est passé finalement? La recherche de travail en France, justement, ça s'est passé comment? La recherche du travail en France, alors ça a été un travail à temps plein. Carrément. Donc ce n'était plus le travail qui venait à toi? Non, dans ce cas-là, nous étions naturellement bon, le contexte était nouveau naturellement pour moi et tout. Et les démarches et les procédures habituelles naturellement qui étaient un peu déjà automatisées au pays devraient tout simplement être disruptées. Il fallait changer de paradigme. Là maintenant, c'était avoir une bonne lettre de motivation, avoir un bon CV prêt à tout moment, bien cadré, bien calé, et maintenant commencer à les envoyer dans toutes les agences, d'abord de recrutement, mais aussi dans les sites spécialisés dans le domaine, bon, ce qu'on appelle les CV Tech et les bases de données. Absolument. Voilà, c'était maintenant ça l'approche, donc il fallait les déposer dans ces centres-là et dans ces bibliothèques de CV-là. Et maintenant, en fonction des besoins, et maintenant l'entreprise, et aussi avoir des attaques un peu directes, du type candidature spontanée. Une entreprise, tu vois un peu, quand tu recherches sur le site, on a besoin de tel besoin et de tel profil, et maintenant tu te positionnes tout simplement là-dessus, mais de façon un peu plus, si je peux dire, concrète. Comment ça s'est organisé de mon côté. Donc il y a c'est vrai que je suis à Lyon, ok, mais quand j'arrive, j'essaie aussi de tenir compte de l'expérience des gens qui sont déjà là. Ok, je me dis, ben, où sont les endroits idéaux, d'accord, quand tu es du domaine de, je vais dire comme ça, de la finance de façon globale, ok, où tu as le plus de chances d'obtenir un contrat. Tout simplement. Et des conversations donc avec à la fois mon entourage familial, à la fois des personnes qui ont un peu d'expérience, me disent, bon, c'est vrai qu'à Paris, il y a plein d'opportunités dans ton domaine. Donc idéalement, ce qui serait bien pour toi, c'est que tu ailles à Paris. Pas que tu ailles à Paris, mais même qu'étant à Lyon, tu travailles sur Paris. Tu déposes déjà plein de demandes du côté de Paris. Alors là, ça commence à ça commence à dire, allez, ça veut dire quand je suis là désormais, quand je prépare mes CV, je prépare mes lettres de motivation, désormais je les dépose dans les bases de données que je vais appeler les sociétés d'intérim, mais qui sont basées en Paris. D'accord. En Île-de-France de façon générale. Et j'ai la grande surprise que, effectivement, après avoir déposé en Île-de-France, je commence à avoir pas mal de refus dans un premier temps. Bon, les refus sont toujours frustrants. Il y a parfois les mails automatiques. Bon, je pense que tout le monde, on passe par là. Voilà. Et j'ai naturellement des personnes expérimentées qui me disent, bon, tout ça c'est rien, c'est un classique, voilà, ne te décourage tout simplement pas et continue de déposer. Et une fois, naturellement, je m'organise, je dépose, et quand je dépose, je commence à avoir des premiers entretiens, des premiers contacts qui sont de nature téléphonique, du style, on a vu votre CV dans telle base, tech, on aimerait avoir un entretien d'abord téléphonique, prise de connaissance, voilà, et tout. Et maintenant, ça essaie un peu d'aller plus loin. Désormais, ce n'est plus tout simplement, allez, c'est votre CV qu'on a vu, machin truc, c'est que vous devez venir en agence,
on doit savoir qui est le candidat, on doit prendre connaissance avec le candidat, on doit passer un entretien global, évaluer votre parcours. Ça, c'était des chasseurs de tête, ça. Exactement, c'était des chasseurs de tête, notamment à la fois les sociétés d'intérim d'une part, mais aussi effectivement des personnes qui sont spécialisées dans le domaine et qui veulent effectivement avoir faire des placements, tout simplement. Dans ce niveau-là également, je commence à me préparer. J'ai également la chance, j'ai également de la famille séparée, du coup ça tombe bien. Je sais qu'à tout moment, si le besoin se présente, je peux faire un déplacement direct, même pour faire 24 heures, je reviens et tout. Et après, ça s'organise comme ça. Ça dure un certain temps. Je sais pas, je vais mettre peut-être 3 mois où ça s'organise entre appels téléphoniques. Quand je reviens sur Lyon, je participe aussi à des ateliers CV organisés par les agences qui sont, je vais dire, spécialisées. Les cadres, il y a cadre emploi, il y a une autre agence là, dont j'oublie le nom, mais ils sont à Lyon 3 là-bas par Dieu, qui sont également un peu spécialisés dans le recrutement et qui disent, qui donnent les astuces sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans le CV, quelles sont les astuces à éviter, etc. Dans les lettres de motivation, comment attaquer, quelles sont les approches. Donc je participe à ces ateliers-là au fur et à mesure, dont mon CV devient de plus en plus, ça veut dire, attractif. Et pour vérifier l'attractivité de ton CV, il n'y a pas deux choses, c'est si tu es rappelé tout simplement. C'est le seul critère objectif que tu as en ta possession. Donc si on te dit fais 2-3 modifications comme ça et tu redéposes et qu'effectivement, si tu passais une semaine, tu avais 2 appels, là tu passes une semaine, tu as 7 appels, tu sens qu'il y a de l'impact. Bien sûr, il y a quelque chose qui a changé. Donc c'est tout simple. C'est le seul critère objectif qui est évaluable, qui est en ta possession. Si tu es rappelé, etc. À ce niveau-là, tu sais que bon, ça commence à produire des fruits tout simplement. Et après, effectivement, de fil en aiguille, je vais dire comme ça, il y a donc, finalement, en une semaine, c'est plus les cabinets d'intérim qui appellent, c'est des entreprises. Et je vais passer, et j'ai séparé en une semaine, j'ai 5 entretiens à passer. Donc là, ça nécessite que je me déplace, quoi. Absolument. J'ai dit, je vais faire 2 semaines à Paris, là, c'est entretien. J'y vais donc, et je passe les entretiens. Et quand je passe dans ces entretiens-là, il y a à la fois des très grandes entreprises, mais il y a aussi des PME et des moyennes qu'on appelle des ETI ici, qui me font donc passer ces entretiens-là. Divers profils, donc pour que l'on comprenne bien, il y a des postes de comptables fournisseurs qui me sont proposés. Il y a des postes de contrôleurs de gestion qui me sont proposés. Il y a des postes d'assistants, de responsables qui me sont proposés. Il y a des postes de gestionnaire de paye également qui me sont proposés. Voilà. Donc c'est pour dire qu'avec le profil, il y a un large spectre, voilà. Absolument. qui est ouvert lorsqu'on a ce type de profil. Le champ des possibles est plus large. Le champ des possibles également est large, effectivement. Et finalement, je passe les entretiens. Et j'avais passé 5 entretiens la semaine. Et à ma grande surprise, le dernier entretien du jeudi, je l'avais passé à, on va dire en matinée, 9h, 10h. Et je suis retourné à la maison autour de 14h. Je parie qu'on t'a rappelé à 15h. On m'a rappelé à 15h. J'étais assuré que j'étais pas au courant. Attention, j'étais pas au courant. Et effectivement, à 15h, voilà, on m'appelle pour dire, bon, c'est comme si c'était naturel, quoi. La chimie s'est produite et tout. Et donc, finalement, on me dit, on était là jeudi, on me dit, vous allez commencer lundi. Donc finalement, j'ai fait plutôt un tour à Lyon pour venir prendre le complément de bagages pour aller sur Paris. Bon, c'était une première expérience. C'était de l'intérim. On approchait les vacances et là il fallait, je pense qu'il fallait remplacer d'abord au moins jusqu'au mois d'août, fin août, on va dire comme ça, un poste qui s'est libéré en entreprise.
Tout ça. Du premier jour où tu as posé ton CV jusqu'au jour où tu as trouvé le travail, jusqu'à ce lundi, ce fameux lundi, il s'est passé combien de temps? Jusqu'à ce lundi, je dirais... c'est vrai que même quand j'étais à la fin d'études, je commençais à déposer, mais il s'est passé exactement... je dis à peu près 4 mois. Oh, j'avais parié 3 mois. Oui, c'est passé, 4 mois. C'est passé à peu près 4 mois, oui. Au Cameroun, le travail te courait après. Et en France, tu mets 4 mois à trouver du travail. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Je veux dire, la première chose, c'est déjà la compréhension du système et du monde et même de la façon et la démarche à suivre pour pouvoir désormais entrer dans ces circuits-là. Au Cameroun, j'allais dire, c'était un peu plus naturel, mais ici, il fallait que je réapprenne et que, voilà, que ce soit véritablement... J'étais dans une démarche où j'étais en apprentissage dans le cadre de la recherche. Ok. D'accord. Oui, et je me faisais de chaque entretien une propre expérience à valoriser lors de la prochaine entretien, du prochain entretien. Ah, bien sûr, absolument. Voilà. Oui, c'est du jeu de. J'ai été en entretien à tel endroit, donc attention, si vous ne me prenez pas, ils vont me prendre. Donc il fallait avoir ces astuces-là. Et avoir ces astuces-là, c'est aussi à la fois, une fois qu'on a réalisé l'entretien, faire son propre débrief, mais aussi si on a l'opportunité, faire le débrief avec une professionnelle qui pourra avoir un regard un peu externe et un peu plus critique sur quand on a tel type de questions posées. Le déroulé, oui. Oui. Comment est-ce qu'on aborde et comment est-ce qu'on répond? Parce que finalement, les petits critères que nous on semble négliger, qui nous semblent, je vais dire, peut-être accessoires ou moins importants, seront peut-être décisifs pour la RH qui est devant nous et qui est en train qui attend quelque chose de spécifique et de spécial à ce niveau-là. Donc finalement, c'est je vais dire comme ça, en améliorant au fur et à mesure ces petits détails-là que l'on arrive à parfaire ces entretiens et par la suite naturellement à mieux se vendre, entre guillemets. À mieux se vendre aussi. Parce que c'est aussi une problématique, bien évidemment, qui est très importante, qui est de savoir comment même se vendre, comment se positionner sur le plan, je vais dire purement de la rémunération. Tu as été dans un contexte où quand tu avais 300 000, tu étais bien. Et là, tu arrives maintenant dans un contexte où on te parle de 40K, 50K. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Surtout à Paris, attention. Parce que... Voilà. Il y a des données à prendre en compte. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Il y a pas mal de choses qu'il faut prendre en compte. Il faut savoir aborder le sujet. C'est vrai qu'à chaque fois qu'une entreprise fait la demande, elle a déjà sa fourchette, c'est clair. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc, c'est que au pire, au maxi, le candidat qui a su bien se vendre va atteindre la limite du plafond si c'est ce que l'entreprise peut offrir. Jusqu'où l'entreprise est prête à aller. Elle est prête à aller, voilà. Et maintenant, il faut... c'est des astuces qu'au pays, on n'a pas... Déjà, il n'y en a pas de fourchette d'abord, il faut qu'on soit clair. Donc, justement, je vais dire, les 4 mois ont beaucoup plus été une formation finalement. Une formation dans le sens de l'apprentissage, la culturation du système, la capacité à pouvoir cerner les petits détails qui pour moi, j'allais dire, étaient un peu accessoires, mais qui, après échange avec certains qui sont du métier, qui sont des RH, qui me disent non. Là, lorsqu'on te pose ça comme question, c'est pas le fait d'avoir dit comme ça que forcément ça résonne pour la RH. Donc il faut améliorer, il faut changer le discours. C'est plutôt ça, c'est plutôt ce type d'approche là qu'il faudrait à mon sens savoir et qui a permis, je pense, de déclencher ce premier contrat. Voilà. D'accord. Et tu es resté combien de temps là-bas? Là j'avais fait, on va dire pratiquement 3 mois. 3 mois, oui. D'accord. Et finalement, l'entreprise était à Paris. Aujourd'hui, tu vis à Lyon, tu travailles à Lyon. Il s'est passé quoi? Alors, il se passe que après, quand je finalise déjà, je suis à la dernière semaine de mon contrat d'intérim. Naturellement, même en étant en contrat, je suis toujours approché. D'accord?
Je suis toujours approché. Et là, maintenant, je suis approché par, je vais dire plutôt un chasseur de tête qui a vu mon CV sur une base de données, je pense, de l'APEC notamment, et qui dit, voilà, j'aimerais savoir si le contrat va se poursuivre parce que j'ai plutôt une opportunité et qui se profile, mais plutôt sur Lyon. Elle dit, ouais, Génial. ça commence à bien sonner, quoi. J'ai une opportunité qui se profile, mais plutôt à Lyon. D'accord, j'ai dit quelles sont les modalités et tout et tout. Et il me dit, est-ce qu'on peut se rencontrer et tout. J'ai dit, parfait, on va en discuter. On se prend rendez-vous, on prend un petit déjeuner à midi. On passe 1 heure, on échange là-dessus sur le projet, quelles sont les responsabilités. Et je pense que c'est un poste à 10 fois plus de valeur ajoutée que celui qui était sur Paris. Bien que à Paris, à un moment donné, le concept de rémunération change tout. Absolument. Voilà. Mais le niveau de responsabilité et le niveau d'apprentissage finalement, de valeur ajoutée. De valeur ajoutée dans le poste est tellement pertinent que je me dis à ce moment-là, il faut faire un choix. Il faut faire un choix, surtout que le contrat finalement à Paris, on a possibilité de le prolonger. Mais derrière, comme c'est un contrat d'intérim et que on me propose, dans le cas du chasseur de tête d'un CDI, je me dis, bon, il n'y a même pas photo. Littéralement, oui, parce que de là-bas, on est sur un siège éjectable. Un CDI, c'est un siège éjectable, il voulait prolonger dans quelques mois, compte tenu de tant que l'autre revienne. Bon, je me suis dit, il n'y a même pas photo, il n'y a même pas choix. Et bon, je me dis, allez, revenu sur Lyon. Je suis revenu sur Lyon. Donc, c'est le déclic du CDI qui me fait donc revenir ici sur Lyon vers un poste, je vais dire, véritablement de responsabilité qui permettait donc de véritablement adosser pour une toute première fois tout l'étendue du poste de comptable en entreprise. D'accord. Et de dimension, avec une dimension de responsable financier et de contrôleur de gestion. C'était la toute première fois que pour un poste, j'avais la capacité d'avoir une vision aussi globale. 360 degrés sur le métier. Sur le métier, ouais. Parce qu'à Paris, c'était... bon, dans les grandes entreprises, c'est comme ça, on n'y peut rien. Hein. Sauf à être un niveau de responsabilité déjà avancé. Lorsqu'on arrive, tu as un pôle qui va s'occuper du client, tout est bien segmenté, c'est très segmenté, c'est très procédureux et tu t'insères tout simplement dans un canevas. Oui, c'est vrai qu'à un certain niveau de compétence et un certain niveau de demande de personnel, on peut forcément ne pas se retrouver là-dedans finalement, parce qu'on se retrouve entre guillemets cloisonné dans une branche finalement de son métier, alors qu'on est capable de faire tout l'arbre. Exactement. D'accord, j'arrive un peu à comprendre cela. C'est ça en fait qui est aussi qui est l'élément aussi qui fonde finalement le fait que voilà, arrivé à Lyon, il y a donc ce poste là qui s'ouvre, qui va donner effectivement la dimension de responsabilité. Il y a des équipes désormais que l'on va piloter qui ne se trouvent pas enfants. Donc ça donne une autre approche même dans l'organisation du travail, dans la prise de responsabilité, dans la capacité à déléguer. Parce que désormais, tu n'es plus l'opérationnel qui va faire les tâches routinières. Ces tâches-là, tu vas les confier à des personnes et tu vas suivre, tu vas évaluer le travail. Donc ça change le paradigme dans lequel s'insère ton métier en fait. Absolument. Absolument, ça change tout. Et désormais, on participe beaucoup plus à des réunions sur l'évaluation, à des réunions sur quelles sont les données clés de l'entreprise et comment l'entreprise se projette. Donc on a une dimension purement financière. On a à cœur le pilotage de la trésorerie, bon, ces éléments que dans les grandes entreprises, on l'a, mais après une bonne expérience, une très grande expérience, et là, ça permet à ce que pour avoir adossé la responsabilité, je me retrouve donc effectivement à faire tout le tour du métier. Finalement, je suis très satisfait du poste que j'occupe actuellement.
D'accord, donc c'est toujours la même entreprise. Mais c'est toujours la même entreprise, effectivement. Donc c'était un bon plan, alors le chasseur de tête s'est pas trompé. Non, il ne s'est pas trompé. Il a d'ailleurs été félicité à un moment donné par le responsable de l'entreprise. Il a dit, bon, c'est vrai que du premier contact avec le chasseur de tête jusqu'à la signature du contrat, il s'est quand même passé 6 mois. Ah oui. Il s'est quand même passé 6 mois. Ça veut dire que c'est pas on cherchait un profil bien précis. Il y avait un besoin vraiment atypique, comme on dit souvent. Exactement. Atypique. Et d'ailleurs, ayant touché à tout, ça sert aussi. Hein. Ayant flirté en cabinet, aller en banque et tout. Donc ça veut dire que forcément, quand tu arrives à ce petit niveau de responsabilité où désormais tu vas beaucoup traiter avec la banque. C'est vrai que la banque ici, c'est pas le même environnement, mais au moins c'est le concept même, sur l'approche, sur la façon d'aborder, sur tout ce qui est démarche, sur tout ce qui est contact. C'est beaucoup plus fluide parce que tu as déjà été de ce côté-là, tu as passé par là, effectivement. S'il faut désormais aider l'entreprise en étant principale personne qui est outil d'aide à la décision pour toutes les décisions stratégiques, forcément c'est quelque chose qui est largement à la portée désormais. Donc voilà de façon globale tout ce qui tournera désormais autour du poste de responsabilité que j'occupe. Tout ce qui est outil numérique et quel est l'impact notamment futur de l'IA dans la perspective de certains métiers et notamment de façon globale les métiers de la finance et de la comptabilité. Si j'ai bien compris, alors parler de l'impact de ces métiers-là, moi je prendrais peut-être comme référence le rapport qui a été fait par KPMG en 2018 qui montrait un peu l'impact de la digitalisation des métiers de la finance et de la comptabilité notamment, et quelles sont les perspectives d'avenir en fonction du niveau d'intégration des outils numériques au quotidien. Quand on fait un peu la lecture de ce rapport, je pense que c'est la dynamique du métier qui va évoluer. Quand je parle de la dynamique du métier, c'est-à-dire il y a plein d'opérations, d'accord, qu'on réalise aujourd'hui du fait de l'utilisation de nos outils, je vais dire un peu basiques, qui demain seront réalisés beaucoup plus proactivement si on met à la fois des outils digitaux et de l'intelligence artificielle. Donc c'est la dynamique du métier en lui-même qui va changer. Quand je parle de dynamique du métier, on n'aura plus nécessairement besoin, d'accord, lors de la réalisation de certaines tâches au quotidien, d'accord, d'avoir le même niveau de séquençage des opérations. On ne pourra pas confier totalement la responsabilité juridique à un IA dans la mesure où s'il se trompe d'une transaction de 10 milliards, c'est une entreprise qui peut être coulée et ça peut être un hacker qui se trouve en Chine, qui a tout simplement vidéo dans votre système et l'entreprise se voit dans. Donc, c'est à ce niveau-là, je pense qu'une autre technologie qui est en approche, qui va certainement impacter beaucoup, c'est aussi la blockchain en termes au niveau de la finance. Mais quand je parle de métiers d'avenir et de perspectives, j'essaie toujours de me projeter, d'accord. Quand je me projette, j'essaie d'évaluer et d'étudier quel est le comportement des pays qui sont au summum en termes de digitalisation, en termes de robotisation, et quel est le niveau d'utilisation et des outils numériques et quel est l'impact du marché de l'emploi de la finance dans ces environnements-là. C'est à partir de là qu'il est plus facile de se positionner parce qu'on va dire ils sont un peu prospectifs, ils ont un peu une longueur d'avance sur nous. Absolument. Et on se rend compte que actuellement, les entreprises qui investissent le plus, par exemple, dans l'IA, une bonne partie sont les GAFA.
Absolument. Une bonne partie sont les GAFA. Quand on voit le budget d'investissement de Facebook, on va faire les comparaisons, sinon on risque d'être ridicule entre les comparaisons. Donc à ce niveau-là, on se dit, mais il y a des entreprises qui sont au saumon en termes de pointe à ce niveau-là. Toutefois, on se rend compte que les postes de chief officer, de chief finance officer, de responsable financier, la composition de ces départements, la composition des départements de ressources humaines, la composition des départements de gestion de paye, etc., au sein de ces entreprises-là, n'a pas tendance à être infléchie par à la fois l'utilisation que l'on fait de ces outils numériques-là et de l'intelligence artificielle qui peut mettre en amont pour pouvoir automatiser pratiquement, je veux dire 100% de la chaîne. D'accord? Parce que ce qui est très pertinent avec le numérique et le digital de façon générale sur les métiers de façon générale, c'est que lorsque je prends par exemple le livre Les 21 défis du 21e siècle de Harari, non, de Harari cette fois-là. Ah, d'accord. De Harari qui est un historien et qui est l'auteur de l'ouvrage, le best-seller Une brève histoire de l'humanité. On se rend compte que dans la première partie de son ouvrage, où il pose l'impact de l'emploi, et quel est l'impact de l'emploi, et il met cela par exemple en perspective avec la digitalisation, on se rend compte que même les métiers que l'on soupçonne le moins, d'accord, par exemple, faire des diagnostics sur le plan médical aujourd'hui. Hélas, chez Facebook, il y a des IA qui, lorsqu'on compare à des grands professeurs diagnostiques avec des taux d'efficacité qui avoisinent les 97%, quand l'humain est autour de 60-70% pour ces mêmes types de diagnostics-là. D'accord? C'est pour dire quoi? L'approche et l'impact qu'auront ces outils numériques et digitaux seront de nature à faire évoluer la dynamique des métiers dans un domaine, dans un sens précis, où les tâches à plus forte valeur ajoutée seront désormais exigées. Toutes les tâches basiques, je vais dire, seront reléguées au second plan. Et toutes les personnes qui ont son niveau de compétence là seront obligées soit d'upgrader leurs compétences pour avoir ce type de compétences qui ne nécessitera plus tout simplement ces tâches manuelles là, ou alors ils changeront pratiquement de métier. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Donc c'est à ce niveau là. Et une dernière chose, c'est aussi une dernière chose pour parler toujours de la France, c'est qu'actuellement, lorsqu'on parle des métiers qu'on va dire en tension en France, après les métiers du numérique qui sont au top, il y a les métiers de la finance. Donc littéralement, on n'a pas encore à s'inquiéter. Non, ça fait encore partie des métiers en tension en France. D'accord? Toutes les études de la PEG, les études de Pôle emploi, il y a des... en dehors de... Je ne veux vraiment pas parler des métiers qu'on va qualifier de saisonniers, etc., de cueillette, machin truc, où ça abonde. Mais les métiers... Après les métiers du numérique et aussi les métiers de la finance et de la comptabilité notamment. Donc ça c'est pour terminer avec le cas purement en France à ce niveau-là. Maintenant pour le cas spécifique par exemple du Cameroun. Ok. À chaque fois qu'on parle de digitalisation et d'impact, il faut à la fois prendre le niveau d'intégration de ces outils numériques dans le contexte dans lequel on se situe. Ok. Oui. Et surtout de voir quelles sont les dynamiques et quelles sont les perspectives de ces métiers-là dans les contextes dans le contexte dont on veut faire l'évaluation. Absolument. Ok. J'avais uniquement le BTS. Je voyais la comptabilité partout. C'est-à-dire quand j'allais au bénétariat, je pouvais être comptable de celle qui gère. Quand j'allais me coiffer, je
pour être comptable du coiffeur. D'accord? Il n'en a pas forcément besoin, mais un discours cohérent peut lui faire comprendre que s'il tient bien les comptes comme ça, il a un suivi, un historique. Après, s'il a un historique et un suivi de son activité suffisamment pertinent, il peut aller à un moment donné, s'il avait un salon de coiffure, faire une demande de crédit pour avoir un deuxième avec l'historique. La banque, à un moment donné, n'a pas besoin de l'historique. Bien sûr. Or, s'il n'a pas cet historique pertinent et clair, il sera difficile à un banquier à un moment donné de lui faire confiance. Tu vois un peu. Donc, à un moment donné, je vois la comptabilité partout. Quand j'avais dans une quincaillerie acheté un besoin spécifique, je disais, mais quand je vois 10 000 pièces, je me pose la question, mais quels sont les outils que tu utilises pour avoir un suivi de tes stocks et tout et tout. J'avais une petite causerie. Ça pourrait me faire être gestionnaire du stock de ce... Donc, à un moment donné, je me disais, mais finalement, en fonction tout simplement de la perspective dans laquelle on se situe, pour l'environnement du pays, les outils numériques sont en train d'être intégrés dans les process, mais si on prend le tissu entrepreneurial et le tissu global des PME et des TPE au Cameroun, il y a encore une très grande marge de manœuvre entre le moment où l'impact du numérique, d'accord, va véritablement bouleverser, je vais dire comme ça, les habitudes et la possibilité de se dire ici il n'est plus pertinent de s'orienter vers ces métiers là parce que de toute façon demain, bon disons dans 10-20 ans, même comme on ne fait pas de la futurologie, dans 10-20 ans, imaginons tu te formes en développement web pour coder. Ok. Demain, tu as l'IA à qui on a intégré 2 milliards de lignes de code et qui pour un novice peut lui dire j'ai besoin du code pour créer tac tac et il va sortir exactement la séquence de code qu'il faut. Ça entre dans la possibilité, ça entre dans ce qui est envisageable. Bien sûr, dans le champ des possibles. Le champ des possibles. Finalement, tu seras forcément calé dans le dev, tu seras codé, mais tu auras l'IA qui est concurrent et qui, en 2 clics, arrive au même résultat. Qui ne demande pas de salaire. Qui ne demande pas de salaire. Qui se plaint pas, qui ne prend pas de congé. Une dernière problématique, donc, c'est que si on arrive, toujours pour parler de la finance, c'est le métier, et la compta, c'est des trucs qui me passionnent, comme tu peux t'en rendre compte. Bien évidemment. Voilà. Si on arrive dans un environnement, à un moment où tous les métiers sont appelés, disons comme ça, à son but de évoluer tous les à peu près 10 ans, je vais dire. Comment est-ce que, sur le plan social, on organise les politiques à la fois d'éducation? L'éducation sera appelée à se réinventer de façon quotidienne. Comment on organise les plans de carrière pour les personnes qui sont les plans de carrière? Comment est-ce que la RH, comment est-ce que la gestion des ressources humaines s'articule compte tenu de ce type de problématique là? Absolument. Comment est-ce que au niveau social on gère à la fois je vais dire quoi, l'adéquation, je vais pas dire l'adéquation, mais je vais tout simplement dire comment est-ce que sur le plan social on articule l'évolution, je peux dire naturelle vers l'obsolescence de certains métiers. Absolument. Et la nécessité de ne pas laisser sur le pan de la société certaines personnes qui à un moment donné vont se rendre compte que tout simplement leurs compétences sont devenues obsolètes ou désuètes. D'accord. Est-ce qu'il y a des systèmes sociaux spécifiques qu'il faudra mettre en place à ce moment-là? Il faudra réinventer ça. Est-ce que sur le plan comptable, comment on articule le fait que
il faille changer de réglementation. Il va falloir intégrer désormais l'IA en tant que composante. Bon, ça, ce sont les travaux qui sont naturellement en cours. En cours même déjà. En cours, oui, en cours. Parce qu'il faut désormais intégrer cette dimension-là qui définit le cadre réglementaire. Est-ce que l'IA aura la capacité de fixer la réglementation que les hommes seront à même d'appliquer désormais, ou alors ce sont les hommes qui vont fixer la réglementation sur le plan comptable applicable sur l'IA? Ça fait partie des problématiques qu'il faudra poser. Toujours est-il que sur le plan purement financier, il faudra bien des gens qui pensent à des systèmes qui vont permettre à ces IA de se déployer. Est-ce que l'IA aura l'autonomie nécessaire pour penser à son autosystème? Ce sont des questions je pense qu'à ce moment-là, ça sera plutôt la jonction nécessaire et utile entre la cohabitation finalement, entre la pertinence que l'IA va apporter certainement dans plein de domaines, et je pense que tous les domaines sont concernés. Ah bien sûr. Et la nécessité et l'intelligence de l'homme à pouvoir utiliser justement cette IA-là. Actuellement, par exemple, notre modèle social est basé sur le fait que c'est les travailleurs d'aujourd'hui qui financent les retraites d'aujourd'hui. Qui financent les retraites d'aujourd'hui. Oui. Demain, quand on va inverser, c'est-à-dire il y aura désormais plus de machines